Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aux grandes tendances de l'évolution du secteur du logement social présentées par la direction de la maîtrise d'ouvrage des politiques patrimoniales de l'USH. C'est une courte séquence de 30 minutes qu'on a avancée cette année à 9 heures. Peut-être qu'on reviendra à 9h30 l'année prochaine. Ça va nous permettre de vous présenter 6 à 7 thématiques que l'on considère comme impactantes pour les bailleurs, soit immédiatement, soit à très court terme. On va travailler, donc c'est l'ensemble de l'équipe de la direction de la maîtrise d'ouvrage des politiques patrimoniales que vous voyez affichées sur l'écran qui vont vous présenter ces différentes tendances. Avec cette année en nouveauté, une guest star, la direction des politiques urbaines et sociales qui va nous présenter un sujet moins technique mais plus dédié justement aux politiques sociales. On va évoquer de nombreux sujets, l'adaptation au changement climatique, la décarbonation, l'énergie, le verdissement des achats, ça a été présenté hier. Vous pourrez le revoir à travers la vidéo qui sera sur le site à la fin du congrès, le cycle de l'eau, l'ANRU, etc. Donc, je vais passer la parole immédiatement à Rémi. Juste avant, vous avez, après cette séquence d'une demi-heure, une séquence dédiée à l'adaptation au changement climatique, sujet probablement le plus impactant à court terme pour les bailleurs. Rémi, je te passe la parole. Merci Alban. Oui, Pavlov. Ah oui. Et on est parti. Excusez-nous. Et on est reparti. Alors, éradication ou décarbonation, faut-il choisir ? Il semble impossible de sortir le diagnostic de performance énergétique, le DPE de nos tendances, tant il a pris d'importance dans la stratégie patrimoniale des organismes. On est passé d'un simple outil indicatif fourni aux usagers à la véritable boussole de la réhabilitation des bâtiments. Or, cette boussole a la fâcheuse tendance de changer régulièrement de nord, ce qui rend l'établissement d'un cap de long terme particulièrement ardu. Historiquement, la performance énergétique des bâtiments était presque exclusivement pilotée par la réglementation sur le neuf. Toutefois, comme toute réglementation qui s'attaque au neuf, elle ne permet qu'une transition lente du parc. Or, d'autres crises énergétiques et économiques ont frappé, la crise climatique est à nos portes et un besoin d'accélérer s'est fait ressentir, au moins déjà également sur le secteur du bâtiment. Entre alors dans l'arène la loi climat et résilience que vous connaissez fort bien, qui oblige une sortie progressive et rapide des bâtiments les plus consommateurs d'énergie du parc, déjà les étiquettes G pour 2025, les étiquettes F pour 2028 et E en 2034. Donc la course à la décence énergétique est lancée. Or, 2021, de manière concomitante à cette loi, le dispositif DPE évoluait lui-même pour donner désormais autant d'importance aussi bien à la partie énergétique que climatique, donc finalement le carbone. Or, la question de cibler les bâtiments n'est plus de cibler uniquement les bâtiments les plus consommateurs d'énergie, comme on l'évoquait avant, mais également les bâtiments les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Or, ces deux ensembles sont régulièrement disjoints au sein de vos parcs. Et à ce moment-là, la question se pose, quel mode d'intervention utiliser pour pouvoir aligner ces parcs à la fois sur la course à la décence et sur l'objectif de plus long terme de neutralité carbone ? Est-ce qu'il vaut mieux travailler plutôt au niveau des composants un peu dans l'urgence ? Est-ce qu'il faut viser des opérations de rénovation plus ambitieuses ? L'enveloppe, le vecteur, les deux en même temps ? Ou alors est-ce qu'il ne faut quand même pas faire l'un plus l'autre face à l'urgence ? Et à ce moment-là, dans quel ordre ? Donc là, même si beaucoup vous disent que la réponse est évidente et immédiate, il faut tout faire d'un coup, vous gérez déjà de la rareté et vous avez quand même une intention que nous saluons qui est de ne pas sacrifier la production au profit de la réhabilitation pure, sur l'autel de la décarbonation. On est dans un contexte social et économique particulièrement tendu et la production d'une offre locative doit se maintenir. Décarbonation toujours. Donc autant sur la création d'un outil comme ça un petit peu objectif, qui visait les performances intrinsèques, a du sens pour lancer un mouvement d'ensemble, autant finalement la vraie photo, l'atterrissage, la neutralité carbone ne pourra s'éprouver qu'au réel. Ce qui importe aussi bien à vos locataires au niveau de leur facture qu'au niveau du climat, ce seront les consommations ou les émissions réelles. Donc finalement, nous, c'est un petit peu ce qu'on défend sur la prochaine période, ce qui suivra la course à la décence, c'est la période plutôt de neutralité carbone et d'adaptation au changement climatique, c'est de converger progressivement vers le réel. Cette tendance se retrouve déjà auprès de certains de vos acteurs et partenaires. On peut citer par exemple la Banque des Territoires qui souhaite pouvoir bonifier ses prêts en fonction d'économies d'énergie réelles constatées après travaux. Et également le C2E qui voulait explorer cette voie.
Donc, en résumé, bien que la boussole soit déboussolée, vous avez besoin d'agir déjà présent sans pour autant perdre l'objectif de long terme qui est la neutralité carbone de vue. Donc nous, de notre côté, on va essayer de remagnétiser cette boussole pour vous permettre d'asseoir un peu mieux vos stratégies et vous permettre de continuer à vous projeter sur le temps long, qu'on puisse après basculer ensemble sur quelque chose qui vous a toujours beaucoup plus parlé, le réel. Christelle, je te passe la parole. Bien, je vais vous parler aujourd'hui de copropriété, plus exactement de copropriété mixte. Vous le savez, depuis plusieurs années, les organismes HLM voient leur parc locatif se transformer. Environ 15% du parc locatif HLM est géré en copropriété et ce chiffre peut atteindre 40 voire 50% chez certains bailleurs. Et donc cette mutation qui est accélérée par les politiques de vente de patrimoine, les politiques d'achat en VFA et les plans de relance publique, donc place les organismes face à un nouveau paradigme, celui du bailleur copropriétaire. Ce changement de statut n'est pas neutre pour le bailleur. Il complexifie ses métiers, ses organisations et surtout il crée une relation spécifique avec un acteur incontournable qui est le syndic. Donc quels sont les défis à relever pour les bailleurs? Comment s'organisent-ils pour les surmonter? Vous voyez le petit schéma, 5 grands enjeux émergent, bousculant les pratiques professionnelles des bailleurs lorsqu'ils interviennent en copropriété. Tout d'abord, la gestion patrimoniale. En effet, comment éviter que la copropriété mixte ne devienne une passoire énergétique, faute de travaux votés dans les temps par les copropriétaires? La maîtrise des charges locatives. Les locataires HLM en copropriété payent des charges souvent un peu plus élevées que dans les résidences 100% HLM, c'est un constat. Donc comment tenter d'aligner ces charges alors que les bailleurs ne maîtrisent plus l'entretien des parties communes et les contrats de prestation? Le rôle du bailleur dans la copropriété, par exemple, doit-il être membre du conseil syndical? La qualité de service rendu aux locataires, comment offrir à ces locataires un niveau de service équivalent à celui des résidences 100% HLM, alors que les interventions dans les parties communes ne dépendent plus du bailleur. Enfin, la relation bailleur-syndic, c'est un nouveau défi. Et donc, comment passer d'une logique de prestataire à un partenariat équilibré, alors que les organismes doivent piloter des dizaines, voire parfois des centaines de syndics? Donc vous voyez, ces enjeux ne sont pas théoriques, ils impactent directement les métiers, les pratiques des organismes pour remplir leur mission sociale dans un contexte de copropriété mixte. Comment les bailleurs s'adaptent? Alors, face à ces défis, ils se professionnalisent et actionnent 3 leviers principaux en termes d'organisation, d'outils de gestion et une appropriation du fonctionnement des copropriétés. Donc vous l'aurez compris, c'est une gestion locative un peu plus complexe et plus exigeante, obligeant les bailleurs donc à l'aborder différemment, ce qui implique de nouvelles compétences en interne et une collaboration étroite avec les différents syndics qu'ils pilotent. Bailleurs et syndics donc ont des attentes propres. Côté bailleur, souvent celui-ci attend du syndic une réactivité, une transparence et une expertise patrimoniale pour anticiper les risques. Côté syndic, celui-ci attend du bailleur qu'il soit un partenaire dans l'Assemblée générale. Bailleurs et syndics ont une compréhension mutuelle des enjeux et des irritants et tous ont une ambition commune, partagée, assurer le bon fonctionnement de la copropriété au quotidien et sur le long terme. Donc des solutions existent, notamment dans les partenariats les plus aboutis. Bailleurs et syndics ont formalisé des méthodes de travail avec à chaque fois la volonté d'avancer ensemble afin de faciliter le travail des collaborateurs. Les actions menées par l'USH, donc depuis 2018, nous avons créé un réseau métier national qui rassemble une cinquantaine d'organismes 2 à 3 fois par an autour des enjeux de la copropriété et de l'exercice du métier de syndic. Et depuis le début de l'année, nous avons lancé une étude pour accompagner les organismes HLM impliqués dans les copropriétés mixtes afin de les doter d'éléments de méthode
et d'outils pour gagner en efficacité opérationnelle. Et au premier trimestre 2026, un cahier repère sera produit. D'ailleurs, une rencontre professionnelle sur ce thème est prévue cet après-midi à 16 h et une séquence est prévue également demain après-midi ici à 14 h. Donc en conclusion, les copropriétés sont une opportunité de repenser les métiers des bailleurs et une occasion de saisir cette chance pour innover en collaboration avec les syndics au bénéfice des locataires. Je laisse la parole à mon collègue Alexandre. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandre Alcin, chargé de mission expérimentation et innovation à la direction de la maîtrise d'ouvrage. Je vais revenir sur l'eau, qui est une ressource à préserver à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'eau, en fait, avec le changement climatique, dont on va déjà parler cet après-midi avec la séquence sur l'adaptation qui va suivre. L'accès à l'eau devient de plus en plus un enjeu. On a une réduction du débit des fleuves et en parallèle, on a de plus en plus de gens qui continuent à vivre en métropole. Ce qui fait qu'on arrive sur un fait, c'est que parfois certains permis de construire ne sont plus accordés parce que la ressource en eau n'est pas suffisante. Et ça nous amène à penser notre aménagement des territoires autrement, mais aussi à économiser la ressource en eau et à développer le recours à d'autres types d'eau, c'est-à-dire les eaux non potables. Donc aménager autrement, c'est quoi? C'est privilégier la désimperméabilisation des sols, en passant par des revêtements de sols plus perméables, des cuves de récupération, des toitures végétalisées, aidez-nous. Et en fait, cette gestion, elle a aussi un avantage économique, c'est parce qu'on a moins de tuyaux, donc on a un coût qui est moins important. Sans compter qu'on a un avantage, c'est que végétaliser, c'est aussi apporter du confort aux habitants et de la résilience face aux enjeux de confort d'été. Donc il y a aussi des questions que ça amène, par exemple des sols argileux avec le retrait des gonflements des argiles. Parfois on a des surfaces aussi, des parcelles qui ne permettent pas de les raccorder parce qu'elles sont de taille trop exiguë. Et en fait ces questions, les agences de l'eau y répondent à travers un guide sous forme de 110 questions-réponses. Ensuite, économiser l'eau, c'est quoi? Pour réduire la consommation d'eau, le premier geste évident, c'est tout simplement de la sobriété des comportements. Mais c'est aussi la lutte contre la vétusté des réseaux qui sont souvent invisibles et donc qui sont moins souvent rénovés parce que moins visibles. Et c'est aussi avoir des solutions opérationnelles pour mieux piloter les données de consommation. Parce que quand la télérelève elle est généralisée, en général, l'économie elle est estimée à 10%. Donc c'est assez impactant. Et aujourd'hui, nous, du côté de l'ESH et en lien avec la Banque des Territoires, on est en train de mener une étude de suivi de la consommation des eaux dans le logement social qui va être pilotée par le CSTB et par Cap Fluid Consulting. En termes de réglementation, on a aussi la RE 2020 qui devrait... il y a une concertation en cours au niveau de la RE 2020 pour ajouter un indicateur eau qui deviendrait un seuil réglementaire. En gros, il y aurait un seuil réglementaire de performance à ne pas dépasser en termes de consommation d'eau pour un bâtiment construit en 2028. Ensuite, pour atteindre ces seuils, il y aurait deux niveaux de seuil. Un seuil qui nécessite d'avoir des équipements économes en eau, comme des douches, des lavabos, des toilettes. Et d'un autre côté, il y aurait un enjeu de récupération des eaux avec des systèmes de récupération d'eau non conventionnels, c'est-à-dire les eaux grises et les eaux de pluie. Ensuite, valoriser les eaux grises, c'est important. Et à l'heure d'aujourd'hui, la réglementation, on a un arrêté du 12 juillet 2024 qui va remplacer celui de 2008 et qui privilégie l'utilisation des eaux grises, donc les eaux impropres à la consommation humaine, pour les chasses d'eau, pour le nettoyage des sols, pour le nettoyage des voitures, l'arrosage et le potager. Et enfin, il y a la question de la gestion du risque d'eau sur laquelle je ne reviens pas parce qu'il y a cette séquence sur l'adaptation qu'Alban évoquait en introduction. On a aussi un enjeu de décarbonation qui est lié à l'eau, pas directement parce qu'en fait, on peut se dire que l'eau n'est pas un vecteur d'émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, les eaux chaudes, l'usage qu'on en fait, le chauffage de l'eau, donc les eaux chaudes sanitaires, c'est un des premiers postes de consommation énergétique pour un logement même très performant et ça peut induire un 20 à 30% d'émissions de gaz de CO2. Enfin, dans la foulée donc, de cette séquence donc, à 10h30, ici au pavillon, on aura un retour sur les résultats 2025 d'un challenge de l'eau qu'on a lancé en partenariat avec les agences de l'eau qui sont un appui technique et financier et qu'on appelle le baromètre EAU, donc baromètre
Et il y aura aussi une rencontre professionnelle demain à 11 h, qui sera donc sur l'espace des rencontres. Et je laisse la parole à Yvan. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la petite zapette. Merci. Donc, je vais vous parler de l'actualité réglementaire qui est assez riche en cette rentrée. On va commencer par la 2G et la 3G. Un sujet qui avait déjà été évoqué au Congrès l'année dernière dans le cadre des contrôles d'accès et de l'évolution vers Vigic+. On avait abordé ce sujet de 2G et 3G. Donc les opérateurs téléphoniques ont décidé d'éteindre la 2G et la 3G avec des conséquences pour les bailleurs. On en a parlé, les contrôles d'accès connectés, les systèmes d'alarme et de télésurveillance et les téléalarmes sur les ascenseurs. Alors, vous avez à l'écran un calendrier selon les opérateurs, en sachant que les régions sud-ouest sont les premières concernées, avec pour Orange de mémoire, c'est à partir de fin mars, une extinction de la 2G. Alors, face à ces échéances, le ministère du Logement a décidé de travailler sur des évolutions réglementaires axées sur les ascenseurs. En premier lieu, c'est l'information des propriétaires par les ascensoristes dans le cadre des visites périodiques toutes les 6 semaines. Et autre sujet qui aura un impact pour vous, c'est la mise à niveau de l'équipement, donc disparition de 2G et 3G, dans le cadre de contrôles techniques quinquennales, donc qui ont lieu tous les 5 ans. Donc l'USH va lancer une étude au 4e trimestre afin de vous accompagner et de créer un groupe de travail. Donc vous trouverez un QR code si vous souhaitez le scanner afin d'obtenir des informations et participer à ce groupe de travail. Ensuite, autre sujet qu'on évoque avec la DHUP, c'est la mise à jour du RPLS sur la partie accessibilité. Il faut savoir que le président de la République a demandé à avoir une meilleure identification des logements accessibles et donc qui conduira à une future mise à jour du RPLS. Donc actuellement, l'accessibilité des utilisateurs fauteuils roulants est renseignée dans le RPLS, mais à l'avenir, vous renseignerez également les handicaps visuels et les handicaps auditifs. Donc, là aussi, l'USH va vous accompagner. On va réaliser un guide pour vous aider à coter votre patrimoine et aussi pour recueillir vos retours d'expérience sur l'adaptation des logements au handicap et au vieillissement. Donc là aussi, on va créer un groupe de travail. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi scanner ce QR code. Un autre sujet, la sécurité incendie. Enfin, 3 sujets dans la sécurité incendie. Le premier, c'est l'habitat inclusif. Donc, un arrêté et un décret sont sortis en juin avec une application au 1er janvier 2027 au premier entrant. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un dépôt de permis, mais vraiment à la livraison de votre opération. Donc, un point d'attention, et vous le voyez sur l'écran, sur un certain nombre de préconisations à prendre, notamment sur la localisation de l'habitat inclusif qui doit être AR+6 maximum et sur une présence de baies accessibles aux pompiers. Autre sujet, le stationnement. La mise en place de bornes IRVE et de présence de voitures électriques dans les sous-sols de vos parcs de stationnement re-questionne les services de sécurité incendie qui ont mis en place un groupe de travail pour faire évoluer la réglementation. Donc on participe à ce groupe de travail et quand on aura des éléments, on vous les communiquera. Dernier sujet sur la sécurité incendie, c'est la construction bois. À l'écran, vous avez un certain nombre d'éléments qui vont être mis à jour. Des arrêtés devaient sortir à l'été. Ils ont été reportés à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine. Là aussi, on est en contact avec la DHUP et on vous communiquera les éléments quand ils sortiront. Enfin, un dernier sujet qui n'est pas réglementaire, mais c'est le renforcement normatif. Un petit point d'attention, puisque ce n'est pas d'application volontaire, mais quand vous le mettez dans vos CCTP, ça vous engage. Donc, on participe à un certain nombre de commissions normatives, que ce soit sur les diagnostics immobiliers, le plomb, l'amiante, que ce soit le stationnement aussi, mais là sur le dimensionnement des parcs de stationnement. Et récemment est sortie une mise à jour de la norme sur les garde-corps. Alors ce qu'il faut retenir, c'est surtout, c'est l'appui précaire qui était à 45 cm, qui va passer plutôt à 60 cm, à la fois en hauteur, mais également dans la profondeur. Voilà. C'est tout pour moi et je vais passer la main à Rémi.
Oui, rebonjour. Nouveau sujet, énergie un peu différent, les tarifs en tension. Déjà 3 ans depuis le début de la crise énergétique ukrainienne et l'énergie reste présente dans nos tendances, tant l'actualité reste riche sur ce sujet, bien que peut-être un peu moins mouvementé que ce qu'on a pu connaître lors de cet hiver-là. La programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, se fait toujours désirer. Le projet de loi Grémillet, qui devait en quelque sorte pallier à l'attente de cette loi programmatique, lui, s'est heurté au mur législatif et notamment à ne pas réussir à dénouer le nœud autour des énergies renouvelables. Et donc finalement, quand on voit le contexte politique actuel, on peut s'interroger quant à la reprise aussi bien du projet de loi que de la publication de la PPE, qui pourtant, a priori, était dans les cartons. Si on ajoute au national et à la surcouche de l'Europe, on a un grand ensemble de directives européennes dont on a déjà parlé dans les tendances ces dernières années, puisqu'il fallait le temps qu'elles soient produites, notamment les différentes guidance qui suivent les travaux de la Commission européenne. Donc on a la directive efficacité énergétique, la D2E, la directive performance énergétique des bâtiments, la DPEB. On a également la directive énergie renouvelable. Et donc finalement, on se rend compte que le corpus continue de s'enrichir autour de nous. Et donc si on se fait fi même des documents un peu programmatiques et du cap, qui est difficile à anticiper face à l'arrivée de ces nouveaux textes, on peut se reconcentrer sur quelque chose un peu plus immédiat, qui est le coût des énergies. Et là, donc, sur les tarifs de gros, on voit quand même des signaux de stabilisation, voire même de baisse un petit peu sur le plus long terme. Par contre, on n'est pas à l'abri de nouveaux soubresauts. La situation géopolitique reste un petit peu très tendue. Et également, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises sur les prix du gaz, si jamais, par exemple, l'hiver était plus rude qu'on pourrait l'espérer. Sauf que, au-delà de juste ce coût des tarifs de gros, les autres composantes des prix de l'énergie vont être amenées à évoluer, ou l'ont déjà commencé à évoluer. Il faut comprendre, à augmenter. Donc on va passer en revue un certain nombre de ces changements. Juste avant, on va faire un tout petit bond en arrière, parce que c'est un point de départ, ou en tout cas ça va être peut-être une inflexion un petit peu dans certaines réflexions. C'est le rapport de la Cour des comptes qui appelait de ses voeux et à harmoniser un petit peu les enjeux de la fiscalité énergétique qui ne trouvaient pas réellement au service de la transition environnementale en France. Alors qu'on voit justement que d'un côté, on a des ménages et des entreprises qui payent déjà à payer leurs factures et on a des ambitions de décarbonation qu'on a du mal collectivement à encadrer. Donc le sujet n'est pas simple. Donc sur les factures, on a l'évolution de la partie TURP, donc la partie un petit peu réseau des composantes énergie qui ont évolué l'année dernière et qui ont été faits un petit peu en cohérence avec d'autres évolutions sur les taxes sur l'électricité pour éviter des effets yo-yo sur les ménages qui auraient été considérés effectivement comme contre-productives. Les taxes sur l'énergie tendent à s'harmoniser. On essaie de tout rapatrier désormais sous le terme d'accise de l'énergie, que ce soit l'électricité comme le gaz, qui avait été gelé à cause des crises de l'énergie, mais normalement dont une partie de ses composantes devait réembrayer pour être à la hausse, en accord toujours avec la transition environnementale qu'on évoquait. Et enfin, il y a la hausse de la TVA sur la partie abonnement, qui a été exigée à l'échelle de l'Europe pour s'harmoniser, se conformer aux directives européennes. Côté Europe d'ailleurs, d'autres signaux vont peut-être renchérir les prix qui nous viennent de cette strate. On peut penser au système d'échange de quotas d'émissions, le SEQE, UE ou ETS, la deuxième branche qui va embrayer sur la partie bâtiment et transport. Et donc finalement, les combustibles fossiles alimentant nos bâtiments vont se faire à partir de 2027 ou 2028, dans le cas de prix de marché anormalement haut, se faire alourdir d'un prix à la tonne. Et donc là, les premiers pronostics sont autour d'une bonne dizaine d'euros du mégawattheure de renchérissement via ce dispositif. Et donc finalement, on se dit que une fois que par exemple, ne serait-ce que le gaz fossile sera plus cher, la compétition peut-être avec les gaz renouvelables s'envisagera peut-être un peu différemment. Et côté gaz renouvelable également, il y a les dispositifs de certificats de production de biogaz, les CPB, qui ont été introduits dans la loi climat et résilience et donc qui devraient contribuer positivement à un mécanisme incitatif pour les fournisseurs de se doter de gaz renouvelable dans leur offre. Par contre, en contrepartie d'un renchérissement également de quelques euros du mégawattheure. Et si on combine les deux effets, on peut s'attendre à effectivement un prix du mégawattheure renchéri au moins d'une quinzaine d'euros à l'horizon 2028 dans les estimations actuelles de ces dispositifs. Côté électricité, les discussions de l'Europe autour du découplage électricité-gaz ont du mal à progresser. Et en France, si on revient sur le national, on peine toujours à voir la version, on va dire, un peu pérenne et définitive du dispositif héritier à la reine, actuellement nommé Contrat d'allocation de la production nucléaire, le CAPN,
qui devrait être disponible avant la fin de l'année. Dernier élément constitutif du prix que vous connaissez bien, ce sont les C2E. On est toujours dans l'attente de la vision définitive de la 6e période. Bon, donc là, on a quand même déjà des textes qui devraient se rapprocher des définitifs qui ont été concertés. Ce qu'on en constate, c'est que finalement, l'ambition était revue légèrement à la baisse. Ce qui veut dire que d'autres efforts énergétiques ont été faits ailleurs, mais qui devraient peut-être limiter le renchérissement des prix pour l'ensemble des usagers du dispositif C2E. À l'inverse, par contre, également aussi peut-être une préemption un peu plus forte des C2E précarité, dont le secteur est pourvoyeur et donc auquel il devrait peut-être limiter malheureusement son accès. Donc en résumé, malgré un cap national peu clair, les signaux marchés pointent globalement quand même vers une stabilisation des cours de gros, voire une petite baisse, et voire pour certaines énergies une baisse significative à l'horizon un peu plus lointain 2026, 2027, 2028, à condition que les tensions géopolitiques ne se resserrent pas davantage, ce qui n'est pas trop le cas quand on voit ce qui se passe récemment justement avec les États-Unis et la Russie. Mais malgré ces signaux de tendance un peu à la baisse ou stabilisation pour nos locataires, les composantes, elles, ont pour signal de sans doute monter à court terme et ça devrait quand même, quoi qu'il arrive, renchérir les factures de vos usagers. Donc là, dans les actions menées par l'Union, il y a le suivi de tout ce qui a été fait autour des différents textes que j'ai cités, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Et donc là, vraiment, ce qui va être important pour nous, c'est de vous retranscrire le plus rapidement possible les versions définitives de ces textes qui devraient arriver, on l'espère, incessamment sous peu. Je passe la parole à ma dernière invitée et consoeur de la séquence, Anastasia. Bonjour à tous, donc je suis Anastasia Timmen, je suis responsable des politiques urbaines au sein de la direction des politiques urbaines et sociales de l'USH. Et donc la dernière tendance qu'on souhaitait aborder avec vous ce matin, c'est celle du recyclage urbain et de ses différentes conséquences sur vos métiers et sur vos activités. Donc évidemment, le point de départ de cette tendance, c'est l'exigence de préservation des sols et puis l'exigence de sobriété foncière qui s'est incarnée récemment dans l'objectif ZAN porté par la loi Climat et Résilience de 2021. Qui a conduit à une transformation, qui oblige tous les acteurs de l'immobilier, d'ailleurs bien au-delà du cercle HLM, à revoir en profondeur leur manière de faire et leurs pratiques. Désormais, il s'agit bien de reconquérir le foncier existant et déjà urbanisé, et non plus de partir à la conquête de nouveaux espaces. Donc évidemment, dans ce contexte-là, tous les gisements potentiels permettant de produire une offre nouvelle de logement sans artificialiser davantage sont scrutés de près. Je ne vais pas les citer toutes parce que vous les connaissez, mais il y a évidemment le bâti vacant qui constitue un premier gisement extrêmement important. Par exemple, en sortant des logements... Et on vous libère très vite pour vous permettre de les rejoindre. Oui. Donc oui, sortir du logement vacant, de la vacance par exemple, transformer des actifs tertiaires en logement est un autre exemple, même si c'est loin d'être une évidence d'un point de vue opérationnel. La reconquête du bâti non bâti ou sous-bâti est une autre piste, avec notamment les petites dents creuses urbaines ou des grands tènements fonciers en friche, ou encore des quartiers pavillonnaires qui peuvent présenter un certain potentiel de densification. Bref, les pistes sont nombreuses, mais elles sont toutes complexes. Et sur l'ensemble de ces chantiers, les organismes HLM sont très régulièrement sollicités et ils se mobilisent déjà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà un savoir-faire très particulier en la matière. Et à titre d'exemple, la production HLM se fait très souvent déjà dans l'enveloppe urbanisée. Dans la région Hauts-de-France, par exemple, c'est près de 70% de cette production qui se fait dans l'enveloppe urbaine existante, et en Ile-de-France, ça va jusqu'à 90%. L'un des gisements absolument essentiels dans ce contexte de rareté, c'est évidemment aussi votre propre patrimoine, c'est-à-dire vos fonciers bâtis et non bâtis, qui peuvent faire l'objet d'une dynamique d'optimisation et de densification. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux déjà à avoir identifié ce potentiel-là et à re-questionner vos politiques de transformation du patrimoine avec ce nouveau regard, en essayant de combiner à la fois des enjeux écologiques et environnementaux, notamment de décarbonation, de renaturation, et des enjeux de densification. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à conduire des actions plus ou moins structurantes sur ce patrimoine pour y combiner ces enjeux. Ces tendances-là et
exigence de recyclage, elle n'est pas nouvelle, elle transforme déjà en profondeur, je l'ai dit, vos activités, elles sont d'ailleurs assez bien documentées, mais il y a une autre tendance peut-être un peu plus discrète qu'on souhaitait évoquer en parallèle, c'est la manière dont l'enjeu d'acceptabilité sociale de vos projets se voit renforcé par ce contexte. Pourquoi ? Parce que intervenir dans un tissu urbain déjà constitué, c'est composé avec un déjà là, à la fois humain et bâti, donc des habitants, des usages, des attachements. Et la densification, même quand elle est extrêmement raisonnée et bien pensée, elle peut susciter des craintes, des réticences qui s'expriment autour de différents enjeux. Je vais perdre de la lumière, je vais perdre de l'espace, il va y avoir une tension plus croissante sur les équipements que je fréquente aujourd'hui. Et il arrive que ces craintes, elles se transforment en véritable opposition, portée notamment par des collectifs ou des individus isolés. Et notre propos à l'USH, c'est de dire que ces oppositions-là, elles ne sont pas négligeables, elles ne sont pas anecdotiques, elles peuvent avoir de véritables conséquences sur vos activités en retardant des calendriers, parfois en allant jusqu'à bloquer une opération et à certains endroits en venant altérer aussi la confiance qui peut s'établir entre l'organisme HLM et les habitants. C'est la raison pour laquelle on a souhaité explorer cet enjeu-là d'acceptabilité sociale pour essayer de fournir des clés d'action aux organismes pour leur permettre de bâtir des stratégies sur ce sujet-là. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a là encore de nombreux organismes qui sont déjà actifs sur ce sujet, soit par des actions de concertation, par des nouvelles postures et des nouvelles actions de communication, en trouvant aussi des places un peu différentes dans le dialogue territorial avec les élus. Donc des choses se font, mais ce qu'on observe, c'est que c'est quand même un changement de pratique et ça appelle aussi de nouvelles compétences au sein des organismes. Et c'est la raison pour laquelle on a produit ce cahier numéro 150 autour de ces enjeux-là qui donnent un certain nombre de bonnes pratiques et des retours d'expérience de différents organismes. Et puis plus largement sur le sujet du recyclage urbain et de l'optimisation foncière, je vous renvoie à notre cahier repère numéro 138, qui là fournit des clés méthodologiques justement pour aborder la question de l'optimisation du parc HLM. Et j'en profite pour vous informer du fait que l'USH va poursuivre ce travail-là dans la poursuite du cahier 138 avec une nouvelle étude qui sera lancée assez prochainement, avec là une approche quantitative du potentiel de densification horizontale du patrimoine HLM à l'échelle nationale. Ces enjeux ils seront aussi abordés cet après-midi sur un parvis sous l'angle de la densité et de sa contribution au cadre de vie. Donc j'espère de vous y voir nombreux. C'est cet après-midi à 14h sur le parvis. Et j'en profite également pour vous rappeler l'existence de notre réseau professionnel aménagement durable, action foncière et partenariat où on aborde très régulièrement en collectif ces différents enjeux. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie.